Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en plein mois d'août. Les vacances sont terminées, je suis rentrée chez moi et je me disais qu'en ce dimanche après-midi ça pouvait être l'occasion de vous tourner une petite vidéo, notamment parce que cet été, la moitié de l'année est arrivée et j'ai pour habitude, en tout cas quand je faisais des vidéos régulièrement, de vous proposer le fameux Mid-Year Book Freakout Tag en milieu d'année pour vous faire un premier bilan de l'année en cours en termes de lecture. Je reprends toujours les mêmes questions d'année en année, je sais qu'il y a différentes versions de ce tag. Pour commencer, en termes de chiffres, si on s'en tient à la moitié de l'année, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin, j'ai oublié de compter combien de livres j'avais lu. À savoir que là on est en août et je suis actuellement à 34 livres lus, graphiques et romans confondus. Et si on s'en tient juste à la fin du mois de juin pour être cohérent par rapport au tag, à la fin du mois de juin j'étais à 27 livres lus. Donc pour le tag, je me suis vraiment cantonnée aux 6 premiers mois de l'année, donc potentiellement j'aurais pu mettre des livres que j'ai lus en juillet ou en août pour le moment. Mais j'ai décidé vraiment de m'arrêter à la fin du mois de juin pour avoir quelque chose de cohérent par rapport aux 6 premiers mois de l'année. Clairement, certaines réponses auraient peut-être été différentes si j'avais pris des livres que j'ai lus en juillet. Assez blablaté, passons au tag. La première question, comme d'habitude, c'est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année. Et là, clairement, la question ne s'est même pas posée. Ma meilleure lecture depuis le début de l'année 2025 est sans conteste Echo, le tome 1 de Marianne LTR, publié chez les éditions Imeris. Clairement, depuis que j'ai terminé ce tome 1, je ne pense qu'à une seule chose, c'est le moment où je vais recevoir le tome 2 et pouvoir le dévorer. C'est une lecture que j'ai faite pendant mon voyage à Londres. Je suis partie à Londres la première semaine d'avril et c'est un livre du coup qui m'a accompagnée dans ce voyage-là. Et peut-être que je l'ai un petit peu aussi associé à ce moment qui était un moment très chouette, mais ça n'enlève rien au fait que de base, c'est déjà un livre que j'ai trouvé exceptionnel. En termes de genre, on est sur ce genre de lecture qui frôle un petit peu différents standards de différents genres, tout en restant dans l'imaginaire de manière générale. On est dans un univers où on va suivre Echo, qui est une jeune mécanicienne. Echo, elle vit dans une ville, basse-cité, qui est surplombée par un grand pilier et une espèce de soucoupe d'île dans les airs. Et cette île évidemment dans les airs, c'est Pandore et c'est surtout l'endroit où vivent les personnes beaucoup plus riches. Et surtout il y a quand même une certaine mythologie dans cet univers là, et notamment le fait que là-haut vivent notamment des personnes qui sont les joyaux de Pandore et qui sont du coup liées à des pierres précieuses. Donc on va suivre Echo au début de l'histoire. Nous, la soucoupe, la cité d'en haut, on s'en fiche un peu, c'est pas vraiment le monde d'Echo. Elle donc elle vit dans cette ville basse cité qui est une ville qui est quand même très polluée, qui manque de luminosité puisque au-dessus il y a quelque chose qui leur bloque la lumière directe. Elle se débrouille un petit peu comme elle peut par elle-même jusqu'au jour où elle va devoir faire une maintenance sur un élément mécanique du pilier qui monte jusqu'à la cité, et à partir de là sa vie va basculer et cet événement très précis va faire que des personnes vont lui vouloir du mal, on va dire ça comme ça. Elle va se retrouver très vite obligée d'intervenir dans un des quartiers de basse cité dans lequel d'habitude elle ne va jamais parce qu'il est mal fréquenté, et notamment on sait qu'il y a une espèce de mafia locale. Malheureusement, elle va tomber en panne avec sa mobilette dans le quartier, elle va être obligée de demander de l'aide, et à partir de là, elle va rencontrer un personnage qui va la suivre pendant le reste de ce tome-là, et avec qui elle va un petit peu faire les 400 coups, et notamment, elle va essayer de découvrir pourquoi ce qui est en train de lui arriver lui arrive. Ça va avoir un rapport avec la cité d'en haut. J'ai adoré ce roman parce que j'ai adoré notamment alors l'univers dans un premier temps, c'est sûr, mais surtout les personnages que j'ai trouvé extrêmement bien construits. On a vraiment des personnages qui sont assez gris. L'un des personnages qui va devenir pour moi l'un des meilleurs personnages du livre, c'est l'un des mafieux du coup de ce fameux quartier malfamé. On va aussi découvrir des gens d'en haut. Clairement il faut aussi mentionner la qualité de l'objet livre. Je trouve que le travail éditorial est assez fou sur ce roman là. Moi j'ai acheté la version collector que j'avais précommandée via la campagne Ulule, j'ai d'ailleurs pris le tome 2 de la même manière. C'est un livre qui m'est vraiment resté en tête pendant des semaines et des semaines après que j'ai terminé de le découvrir, et j'ai vraiment tellement hâte de découvrir le tome 2, de découvrir la suite des aventures d'Echo, d'autant plus qu'on l'a laissé dans une position assez compliquée à la fin du tome 1. Marianne, je ne t'ai toujours pas pardonné pour ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Donc voilà, si vous avez envie d'un livre qui se dévore, avec un univers bien construit, assez sombre, des personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, je vous recommande vraiment Echo.
D'une certaine manière, il m'a fait un petit peu penser au tome 1 de La Passe Miroir. Si ça peut vous donner une idée un petit peu de l'ambiance, je trouve qu'il y a plusieurs points de comparaison qui peuvent être faits. Ensuite, la meilleure suite de saga. Alors, un peu de la même manière, la question ne s'est pas posée très longtemps, puisque depuis le début de l'année, j'ai lu une saga en particulier qui m'a vraiment marqué, une trilogie. J'avais lu le tome 1 en vlog d'ailleurs, donc vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne, mais il se trouve qu'en fait j'ai enchaîné le tome 2 et le tome 3 à la suite, et donc je ne peux pas décemment mettre autre chose que le tome 2 de La Cité de Jade de Fondali, donc la guerre du Jade, et j'aurais pu mettre aussi le tome 3 qui était tout aussi bon, voire peut-être même meilleur que le tome 2. En tout cas, de manière générale, c'est une trilogie que j'ai trouvée excellente. Alors là, pour le coup, on est plus sur de l'urban fantasy, là où sur Echo, il y a quand même un petit peu de mélange avec de la SF, un peu de fantasy. On sait pas trop où se situer. On va suivre une ville, la ville de Janloon, où notamment 2 clans se font la guerre depuis des décennies. On va suivre la génération jeune du clan Sansim, qui est l'un des 2 clans qui s'opposent dans cette ville. Et cette trilogie, ça va être une saga familiale assez incroyable. Les personnages qu'on suivait au début du tome 1 étaient de jeunes adultes, et à la fin du tome 3, ils sont beaucoup plus âgés. Donc on a l'occasion de les voir évoluer, de les voir grandir, de voir grandir leurs enfants après eux. Donc voilà, il y a quand même un certain laps de temps qui se déroule dans les 3 tomes. Ce sont des énormes bricasses. C'est une saga dans laquelle il y a plein de personnages. C'est une saga qui est assez complexe. Il n'y a pas seulement une seule intrigue, mais plein d'intrigues secondaires. Un petit peu à la manière d'Echo. Moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est encore une fois vraiment la construction des personnages, et encore une fois le fait qu'on ait affaire à des personnages qui sont gris, des personnages qui font des choix condamnables, des actes condamnables, et qui, mine de rien, à côté de ça, ont aussi de bons côtés. C'est une saga qui met en avant le pouvoir de la famille, mine de rien la différence. Comment est-ce que dans un contexte extrêmement traditionnel, on peut évoluer en étant différent. L'univers est extrêmement bien construit, voilà, encore une fois, ça parle de guerre, ça parle de trahison, de vengeance, de plein de choses. C'est pas un récit que je mettrais dans les mains de n'importe qui, parce que ça reste assez sombre, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder le vlog dans lequel je lis le tome 1, où j'en parle beaucoup plus. En tout cas, indéniablement, les tomes 2 et 3 étaient tout aussi bons que le tome 1. Pour la catégorie suivante, c'est simplement ma déception de ce début d'année. Ça a été assez compliqué de faire un choix parce que dans l'ensemble, j'ai eu plutôt de très bonnes lectures depuis le début de l'année. En tout cas, je vais vous parler rapidement d'un livre que je n'ai même plus en ma possession, je crois que je l'ai déjà revendu en fait. Il s'agit de If This Gets Out de Sophie Gonzalez, que j'ai écouté en audio en version originale. J'ai été déçue parce que le premier livre que j'avais lu de l'autrice, donc Only Mostly Devastated, a été l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2022, je crois. C'était une lecture qui m'avait bouleversée, que j'avais absolument adorée. Ensuite j'ai lu Perfect on Paper, donc un second roman de l'autrice que j'avais beaucoup aimé aussi, que j'ai lu en 2023, je crois. Et pour If This Gets Out, j'ai moins retrouvé la petite étincelle que j'avais eue dans ma première lecture de l'autrice. En fait, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma lecture, mais ça reste une déception par rapport à quel point j'avais aimé ma première lecture de l'autrice. C'est juste qu'en fait, j'ai trouvé assez prévisible, pas forcément très original. On va suivre un groupe de 4 jeunes hommes qui font partie d'un boys band. Ils sont extrêmement connus, extrêmement célèbres. Donc l'histoire va être au sujet de 2 membres du groupe notamment, qui en fait sont amoureux l'un de l'autre. Et en fait cette relation, elle peut difficilement avoir lieu parce que, alors déjà, l'un des deux a du mal à accepter l'idée qu'il soit amoureux d'un autre garçon, et surtout la société de production qui soutient le groupe est fermement opposée au fait que cette relation voit le jour, parce qu'elle est persuadée que ça aura un impact sur la popularité du groupe. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que le sujet de la célébrité était assez bien traité. Les personnages étaient mignons ensemble, mais voilà, il m'a manqué quelque chose pour que ça devienne une excellente lecture comme avait pu l'être Only Mostly Devastated. J'ai vraiment pas eu d'attachement particulier pour les personnages, contrairement à mes premières lectures des romans de cette autrice. Ensuite, je vais vous parler de ma plus grande surprise depuis le début de l'année, et ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange, mais j'ai envie de vous parler de Nous de Christelle Dabos. Alors,
Je vais vous redéfinir ce que j'entends par surprise, parce que évidemment La Passe Miroir c'est ma saga préférée de tous les temps, donc il n'y a absolument aucune surprise dans le fait que j'ai apprécié Nous. C'est un roman qui m'aura surprise plus par la direction qu'il prend, par l'originalité du récit, par les partis pris de l'autrice. Nous, c'est un roman qui est très compliqué à expliquer parce que il ne ressemble à rien d'autre. C'est un univers dans lequel les personnes sont dotées d'un instinct, un instinct avec un grand I. Cet instinct va littéralement régir l'intégralité de leur vie. Donc les personnes sont mises dans des cases qui correspondent à leur instinct. Ils vont faire des études dans le domaine de leur instinct. Tout est régi par leur instinct. Chaque action qu'ils peuvent entreprendre sont régies par leur instinct. On va suivre une jeune fille notamment, Claire. On suit aussi Goliath qui lui est un protecteur. Et on va suivre aussi beaucoup d'autres personnages qui vont se retrouver liés de près ou de loin à l'histoire de Claire, l'histoire de Goliath. Claire et Goliath eux aussi vont se rencontrer à un certain moment du récit. C'est donc un roman qui est multi-point de vue. On va aussi suivre un personnage dont on ne sait pas grand chose en fait. Même en arrivant à la fin, ça reste un personnage qui est assez flou. C'est un personnage qui, du fait de son instinct, sauve des vies. Et en fait, dans cet univers, sauver des vies, c'est grimper l'échelle sociale. Plus tu sauves de vies, plus tu es élevé sur l'échelle sociale, et même littéralement, tu intègres des immeubles qui viennent frôler le ciel, et plus tu montes en grade et plus tu peux intégrer ces tours-là et monter les étages. Donc c'est assez particulier, l'ambiance, c'est clairement un univers qu'on ne connaît pas, un petit peu inspiré des années 80, il y a plusieurs éléments qui vous y feront penser. Ces personnages qui sont particuliers, comme Christelle Dabos sait si bien les écrire. En fait, il est un peu découpé en deux parties ce roman, puisqu'il y a une première résolution à la moitié du roman et on se demande ce qui va se passer par la suite. Et en fait, il y a tellement plus que ce qu'on pense au début. Il faut se laisser porter, c'est un roman qui est très particulier, qui encore une fois ne ressemble à rien d'autre, avec des personnages qui ne ressemblent à personne d'autre. Un petit peu à la manière de La Passe Miroir en fait, un Thorne ou une Ophélie. Je trouve qu'on les retrouve pas forcément partout dans la littérature. Et c'est même peut-être encore plus prononcé dans ce roman. Donc c'est un roman qui m'a énormément surprise parce que je l'ai adoré, mais en même temps, il était tellement bizarre. Voilà, c'est une super lecture, moi j'ai vraiment adoré. Ça fait partie de mes meilleures lectures depuis le début de l'année, sans aucun doute. J'ai beaucoup aimé la fin, je trouve qu'il y a une tension qui s'installe dans la deuxième partie du roman qui est incroyable, qui est tellement bien menée. Qui est tellement en accord avec l'univers, enfin bref, j'ai trouvé que c'était un vrai chef-d'œuvre, je l'ai adoré, donc je vous le recommande à 1000%. Ensuite, je dois vous parler de mon nouveau personnage préféré, et pour ça, je reprends mon tome 2 de La Cité de Jade. Les gens qui ont lu cette saga seront très étonnés du personnage que je vais mentionner maintenant. C'est l'âne de La Cité de Jade. Et oui, là je pense que ceux qui l'ont lu doivent se demander pourquoi. Mais c'est un personnage qui, dans le début du tome 1, m'a beaucoup plu. Et en fait, il se passe quelque chose dans le tome 1 qui fait que tout va un peu être bousculé pour lui. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé de ce personnage, c'est l'impact qu'il va avoir sur les membres de sa famille et l'héritage qu'il peut avoir au sein de sa famille et plus loin encore au sein de son clan, au sein de la ville. C'est un personnage qui fait partie de ces fameux personnages assez gris. Au début, on nous dépeint le portrait d'un frère aîné d'une fratrie de 3 qui endosse une responsabilité qui est immense, qui a un amour pour son frère et sa sœur absolument dévorant. Il est assez seul avec le poids de ses responsabilités, avec un pouvoir qu'il n'avait pas forcément prévu d'endosser rapidement. Et tout ça, ça va le grignoter au fur et à mesure. Donc c'est un personnage qu'on voit évoluer assez rapidement, mais que j'ai trouvé profondément puissant dans ce qu'il dégageait et surtout dans l'impact qu'il a sur les autres personnages. Gros coup de cœur pour ce personnage, j'ai vraiment adoré. Et si jamais vous avez lu la trilogie, n'hésitez pas à me faire un retour sur le personnage qui pourrait être votre préféré dans la saga, parce qu'il y en a tellement qui sont intéressants. Ensuite, mon nouveau crush littéraire, il n'y en a pas forcément toujours, ça dépend vraiment du type de lecture qu'on peut avoir. En tout cas, si je devais donner un nom pour un personnage depuis le début de l'année 2025, je suis obligée de reprendre Echo à nouveau, mais je suis obligée de parler de Bast, qui est donc ce fameux mafieux motard qui va venir un peu au secours d'Echo au début du tome et qui va l'accompagner dans tout son périple. C'est un personnage
génial, voilà, il n'y a pas tellement d'autres mots pour décrire un personnage comme lui. Il a plein de valeurs, il a beaucoup d'humour, c'est un personnage qui n'hésite pas à prendre des risques pour les gens qu'il aime. Il est parfait, Bast, il est parfait, voilà. Il est l'un des points forts principaux de ce roman et de ce début de saga. Ensuite, il faut que je vous parle d'un livre qui m'aura fait pleurer. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, pleurer ça va être compliqué parce que j'ai vraiment du mal à pleurer dans mes lectures. Ce n'est arrivé que de très très rares fois qui peuvent se compter sur les doigts d'une main. Donc je n'ai pas pleuré depuis le début de l'année 2025, mais si j'avais pu pleurer, peut-être que j'aurais pleuré dans La mélancolie des sauterelles de Lilibelle de Cholet. C'est un roman très court que j'ai dévoré sur une journée, le 1er juin d'ailleurs. C'est un roman dans lequel une tension s'installe au fur et à mesure du récit parce qu'il y a un mystère qu'on va détricoter au fur et à mesure du récit. On va suivre Arthur qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui va revenir dans la maison où il habitait quand il avait 14 ans. On comprend que donc 6 ans plus tôt, il est parti de cette maison-là sans ne jamais y revenir parce qu'il s'est passé un événement particulier cet été-là, l'été de ses 14 ans. Et donc on va le suivre dans la redécouverte de cette maison, de ce village. C'est dans une campagne pleine de soleil. Le personnage principal est un personnage assez attachant, un jeune homme qui a été quand même marqué par la vie, et donc il va se retrouver tout seul dans cette maison et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé l'été de ses 14 ans. Tout se détricote au fur et à mesure quand il reprend le récit en fait de cet été-là, comment ça a commencé, comment ça s'est terminé. C'est bouleversant, il n'y a pas d'autre mot, voilà, c'est un récit qui est bouleversant, que j'ai trouvé extrêmement bien mené. Les révélations sont dosées comme il faut pour qu'on ait une tension qui s'installe au fur et à mesure et qu'on ait envie de connaître cette fin, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette maison qu'il aimait tant et les personnes qu'il aimait tant dans cette ville, finalement il les côtoie plus à l'heure actuelle. C'est un superbe roman qui se lit tout seul, qui est parfait pour une ambiance estivale. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui m'aura pas fait pleurer mais qui m'aura quand même procuré beaucoup d'émotions et que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Également lu en juin, je dois vous parler d'un livre qui m'a rendue heureuse tout simplement, et j'aurais pu vous parler de plein de romans et notamment la plupart de ceux dont je vous ai déjà parlé. Mais j'ai décidé de vous parler du Tourbillon des possibles de Clara Hérault. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une autrice que j'adore, pour qui j'ai vraiment une admiration sans borne. Donc celui-ci c'est son 4e roman, c'est le 4e que je lis d'elle parce que je ne peux pas m'empêcher de sauter sur tout ce qu'elle peut publier au fur et à mesure de leur sortie. Et j'ai vraiment adoré celui-là. Je sais qu'il a pas mis tout le monde d'accord, j'ai vu passer pas mal d'avis qui étaient un peu plus mitigés que sur ses autres romans. Moi je l'ai adoré, je sais que beaucoup ont critiqué le personnage principal, Léonie. Donc on va suivre cette Léonie qui vient de terminer ses études et qui se retrouve dans cet entre-deux un peu particulier de la vie d'adulte, en tout cas de l'entrée dans la vie d'adulte, où elle a terminé ses études mais elle n'a pas encore trouvé de travail, donc elle est dans la recherche d'emploi, elle retourne vivre chez sa mère. Il y a plusieurs choses comme ça qui m'ont beaucoup parlé en fait. À partir du moment où on est jeune, qu'on est dans l'ambiance des études, dans le fait de devoir changer de ville par exemple pour faire ses études, je pense qu'on peut se retrouver dans ce roman-là. Et c'est vrai que Léonie peut avoir un côté assez agaçant, c'est une fille qui a un peu du mal à se remettre en question sur pas mal de choses, mais je trouve qu'elle évolue bien au fur et à mesure du récit. Moi j'ai beaucoup aimé la suivre en fait. C'est aussi un personnage qui a des amitiés très fortes, des relations fraternelles aussi hyper intéressantes. J'ai aimé l'ambiance du roman puisque ça se passe dans une petite ville au bord de la mer, à Ardelot dans le nord de la France. Il va y avoir aussi une relation amoureuse qui va se développer, elle va rencontrer un garçon qui est en fait son amour d'adolescence. Mais en fait, cette relation, c'est pas ce qui pour moi est le cœur du récit, puisque le cœur du récit, c'est vraiment l'évolution de Léonie dans cette période difficile, comment ses amis et elle se soutiennent les unes les autres dans cette période, comment ses sœurs aussi l'aident à passer ce cap difficile. J'ai trouvé que c'était criant de vérité, moi je l'ai vraiment trouvé extrêmement crédible dans la manière dont il aborde ces sujets-là, ce passage à l'âge adulte qui est vraiment pas facile. J'ai adoré, voilà, c'est l'un de mes préférés de l'autrice, même si de toute façon je les ai tous aimés. Mais en tout cas, voilà, mon avis vient contraster un petit peu ceux que j'ai pu lire à côté qui étaient un petit peu plus mitigés. Personnellement, j'ai adoré, je vous le recommande. Là, ça va être plus rapide, je dois vous parler d'un livre qu'il faut absolument que je lise d'ici la fin de l'année, Quelque part de l'autre côté de la mer de T.J. Klune. Encore une fois, si vous me suivez depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que T.J. Klune est l'un de mes auteurs préféré de tous les temps. Il a écrit notamment donc La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est un genre de tome 1 à celui-ci en fait, même si je ne sais pas encore vraiment s'il s'agit d'un deuxième tome, d'un tome compagnon, d'un spin-off,
Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. En tout cas, c'est un roman qui me fait extrêmement envie depuis qu'il a été annoncé. Je l'ai même en version originale également. Faut absolument que je le découvre parce que j'ai tellement aimé tout ce qu'a pu faire TJ Klune depuis que je l'ai découvert. J'ai lu aussi sa trilogie The Extraordinaries que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai lu Sous la porte qui chuchote, qui est aussi un très beau récit. Voilà, il y a plein de choses que j'ai aimées chez lui. Il s'inscrit dans plein de genres littéraires. Il crée toujours des personnages qui sont plus géniaux les uns que les autres. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup et j'ai vraiment très hâte de découvrir ce tome-là parce que j'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne et que j'ai très hâte de retrouver les personnages. Pour terminer, je crois que c'est moi qui ai rajouté cette question en plus par rapport aux années précédentes. En tout cas, j'avais envie de faire une catégorie un peu mention spéciale. Il y a aussi d'autres romans que j'ai lus depuis le début de l'année et dont je vous ai pas forcément parlé dans cette vidéo et qui pourtant ont été particulièrement marquants. Et je parle notamment de Jacaranda de Gaël Faye. Pour un petit peu de contexte, Gaël Faye, c'est un artiste que je suivais dans un premier temps pour ses chansons, que j'ai vu en concert en 2017 ou 2018, je dirais. C'est un homme que j'aime particulièrement pour son art, pour ses chansons. J'ai un CD dans ma voiture qui tourne en boucle, que j'adore. Je trouve qu'il a une manière de manier les mots qui est absolument incroyable. Donc c'est vraiment une personne que je suis depuis très longtemps et dont j'admire le travail profondément. J'avais lu Petit Pays, qui est donc son premier roman, qui est un roman qui est quand même très connu, puisqu'il a été adapté en film, qui est même étudié, il me semble, au lycée. Je me demande s'il a pas reçu un prix Goncourt des lycéens. Enfin bref, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès à raison. Je parle du Rwanda, de l'histoire du Rwanda. Et en fait, Jacaranda, c'est donc son dernier roman sorti, il est sorti fin 2024, je crois. C'est aussi un livre qui parle du Rwanda, mais qui en parle dans une période différente de Petit Pays, et avec une forme de mélancolie, un regard sur l'histoire de ce pays et de sa population qui est extrêmement poignante. J'ai pas vraiment les mots pour parler de ce roman, je sais pas trop comment vous donner envie de le lire, mais en fait c'est un roman que tout le monde devrait lire pour les sujets qu'il aborde, pour l'histoire qu'il aborde, parce qu'on ne parle jamais du Rwanda, très rarement du Rwanda et de ce qui s'est passé là-bas, du génocide qui a eu lieu là-bas. C'est un roman qui est bouleversant, qui m'a beaucoup touchée, qui est dans la lignée de ce que Gaël Faye peut proposer en termes de plumes, en termes de poésie. C'est tellement bien écrit. On se rend compte à quel point connaît cette histoire et à quel point lui-même ça le touche, puisque étant d'origine rwandaise, évidemment, ce sont des sujets qui le touchent et on sent qu'il y a une forme un petit peu d'autobiographie derrière ce récit-là. J'ai vu pas mal d'interviews de lui ensuite et j'ai essayé de décortiquer un petit peu tout ce qu'il avait voulu mettre dans ce récit. Mais c'est tellement fort, c'est tellement bouleversant pour l'histoire qu'il raconte, pour les émotions qu'il dégage. Il faut absolument que tout le monde puisse le découvrir et se rendre compte des choses qui sont cachées, tues, de l'impact sur les populations, sur l'histoire de manière générale. Tout le monde devrait avoir la chance de découvrir La plume de Gaël Faye, qui est un humain qui manie les mots avec une magie toute particulière. Je ne peux que vous recommander de le découvrir. Ça me tenait vraiment à cœur de faire une petite mention spéciale pour ce roman parce que sur ces 6 premiers mois de l'année, c'est clairement l'une des lectures qui m'aura le plus marqué. J'en ai terminé avec ce tag et ces 10 questions. Je suis très contente de l'avoir enfin tournée parce que c'est une vidéo que j'ai préparée il y a déjà un mois quand j'étais en vacances et je ne trouvais jamais le temps de la tourner. Donc ça y est, c'est fait, c'est un peu tard, on est au mois d'août, je sais, mais bon, ça vous fait quand même une petite vidéo pour le mois d'août. J'ai une idée de vidéo à vous tourner aussi dans les prochaines semaines, donc j'espère avoir le temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont, vos meilleures lectures depuis le début de l'année, vos déceptions. De mon côté, je vais retourner à mes petites lectures, puisque j'avance bien en ce moment, je suis contente du rythme que j'ai réussi à retrouver. Là-dessus, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!